Salam alaikum, chers élèves, et bienvenue dans cette vidéo numéro 2 pendant cette semaine de cours à distance. On a devant nous un exercice très important qui peut être considéré comme du cours. Enfin, je veux dire qu'il faut connaître, il faut savoir le faire quand vous connaissez votre cours. Il s'agit de la densité de Dn, l'ensemble des matrices diagonalisables de Mn de C dans Mn de C. Je signale que le résultat n'est pas vrai si le corps c'est R. Précisément, lorsque l'on prend une matrice réelle, on ne veut pas l'approcher par une matrice diagonalisable, mais on peut le faire si elle est trigonalisable. Alors, je rappelle qu'est-ce que ça veut dire une partie dense dans une autre, dans l'espace vectoriel normé en général. Donc, étant donné un espace vectoriel normé E, je prends deux parties, donc je prends deux parties A et B, deux parties de E, telles que A est inclus dans B. Vous avez oublié de signaler que A est inclus dans B pendant le DS, quand vous voulez démontrer qu'un ensemble est dense dans un autre, vous avez oublié cette condition. Il faut toujours se rassurer que A est inclus dans B. Donc A est inclus dans B, on dit que A est dense dans B, si seulement si B est inclus dans A bar. Il ne faut pas mettre égal. Il y avait des élèves qui ont mis donc égal, c'est inclus dans A bar. Je rappelle que A bar, par la définition donc séquentielle A bar, c'est quoi? C'est l'ensemble des X qui appartiennent à E, tel qu'il existe une suite AN, donc une suite AP, A éléments dans A, telle que la limite de AP complétant vers plus l'infini est égale à X. Ça c'est la définition séquentielle de l'adhérence. Donc autrement dit, quand vous prenez une partie A, un point est adhérent, généralement il est situé ici, si seulement si il existe une suite d'éléments de A qui convergent vers le point. Donc là, dans ce cas par exemple de figure, vous voyez qu'il y a une infinité de suites qui convergent vers l'élément. On suppose que cet élément-là n'est pas dans A, par exemple, pour le bien comprendre. Bon, les éléments de A, bien sûr, sont dans l'adhérence parce qu'ils sont des limites de suite constantes, mais le plus intéressant, c'est d'examiner les éléments qui ne sont pas dans A. Par exemple, un point, imaginez qu'on perfore notre partie ici, que ce point n'y est pas, mais il n'y est pas, mais on peut voir qu'il y a des suites d'éléments qui convergent vers cet élément. Donc ce sont ce que je trace ici, ce sont des faisceaux. Donc un élément de l'adhérence, c'est un élément qui est donc limite une suite de la valeur dans A. Bon, ici on a déjà Dn est inclus dans Mn de C, donc le problème de l'inclusion ne se pose pas. Donc il est inclus dans Mn de C. Donc il faut prendre un élément de Mn de C et prouver qu'il est limite d'éléments de Dn. Donc on va considérer donc une matrice, soit M appartient à Mn de C. Le premier réflexe naturel, puisque le sujet c'est des matrices diagonalisables, le réflexe naturel c'est de trigonaliser. Donc ici on est dans C, donc toute matrice est trigonalisable, donc M est trigonalisable. Donc on va la trigonaliser. Trigonaliser, ça veut dire l'écrire une écriture qui exprime qu'elle est semblable à une matrice triangulaire supérieure. Donc M s'écrit M est égal P fois T fois P moins 1, avec P une matrice inversible, chez N de C, et T est une matrice triangulaire qu'on va écrire lambda 1 jusqu'à lambda n. Les termes ici qui sont T, I, J, et là c'est des zéros. Il faut donc essayer de construire une suite T indice P, P appartient à N, de matrices
diagonalisables qui convergent vers T. L'idée, c'est de construire cette suite T indice P en posant T indice P. C'est la même matrice T, sauf qu'on va changer les termes diagonaux. Donc on va essayer de garder les termes T et J comme ils sont, on va garder les zéros, mais lambda 1, on va le mettre, on va changer à la place, on va mettre lambda 1 plus une petite perturbation, 1 sur P plus 1 par exemple. Pour espérer que ça soit deux A2 différents, on va mettre ici lambda n plus 1 sur P plus n. Vous voyez donc que P c'est l'indice de la suite, et le 1 là, c'est l'indice de le rang du coefficient dans la diagonale. Donc il y a 1 jusqu'à n, ça ne change pas, mais 1 jusqu'à... donc mais P ça change. Donc on remarque que si on pose mu indice I, mu indice I, indice P est égal à lambda indice I plus 1 sur P plus I, et il est clair que la limite, lorsque P tend vers plus l'infini, de mu IP, c'est lambda I. Parce que ce terme-là, il tend vers 0 lorsque P tend vers plus l'infini. Donc, le problème de convergence est résolu, parce que TP va tendre vers T, parce que les TIJ, elles restent, ils sont constants, les zéros, ils restent, ils ne changent pas, et les mu IP, ils tendent vers les lambda I, donc TP tend vers T lorsque P tend vers plus l'infini. Évidemment, ça c'est pour une norme qu'on va choisir dans Mn de C, une norme quelconque, parce que toutes les normes étant équivalentes, il n'y a pas de problème pour ce qui est du choix de la norme. Alors maintenant, le point qui reste, est-ce que cette matrice TP est diagonalisable? Alors je rappelle que si vous avez une matrice triangulaire, que je nomme par exemple alpha 1 jusqu'à alpha n, de 0, cette matrice, pour qu'elle soit diagonalisable, il suffit que les alpha i soient 2 à 2 distincts. Parce que si c'est le cas, nous allons avoir le polynôme caractéristique de cette matrice-là, qui A est égal produit dx moins alpha i, pour i variant de 1 jusqu'à n. C'est un polynôme qui est scindé à racine simple parce que les alpha i sont 2 à 2 distincts. Et le cours, il vous dit, vous le savez tous, que si qui A est scindé à racine simple, alors A est diagonalisable. Attention, la réciproque n'est pas vraie. A diagonalisable n'implique pas forcément que le polynôme caractéristique est scindé à racine simple. C'est ce que nous allons faire. Nous allons donc chercher est-ce que c'est possible d'avoir les lambda i, les BIP, 2 à 2 distincts, au moins à partir d'un certain rang. Si c'est le cas, on aura gagné donc notre solution. Alors, on va poser la question, quand est-ce que pour I, IJ appartenant à 1 jusqu'à n, avec la condition I différent de J, on pose la question quand est-ce que mu IP est égal mu JP. On va poser cette question pour voir ce qu'on va faire pour que ça devienne, pour les forcer à être différents. Et bien ça c'est équivalent, on consulte donc l'expression des mu, donc ça nous donne lambda I plus 1 sur P plus I est égal lambda J plus 1 sur P plus J. C'est équivalent, donc 1 sur P plus J moins 1 sur P plus I est égal lambda I moins lambda J. C'est équivalent à I moins J sur P plus J, facteur de P plus I, est égal, ici donc j'ai mis 1 sur P plus J, moins, donc c'est lambda I moins lambda J. Vous remarquez déjà que cette situation ne peut pas arriver si lambda I égale lambda J, parce que si lambda I est égal lambda J, ça nous donne I égale à J. Or, on a supposé que I est différent de J. Voilà donc la condition I est différent de J. Donc I est différent de J si cette situation arrive, c'est-à-dire si
mu ip est égal à mu jp, forcément, lambda i égale lambda j. Donc, le problème de l'égalité de mu ip et de mu jp ne peut s'opposer que dans le cas où lambda i est différent de lambda j. Donc, on va prendre maintenant un couple ij appartenant à un n au carré tel que lambda i est différent de lambda j. Bon, il y a un cas trivial lorsqu'il n'y a aucun couple qui vérifie ça, c'est-à-dire que tous les lambda sont égaux, alors là, les mu ip sont distincts de z2, donc le problème est réglé. Mais s'il y a quand même un couple ij tel que lambda i est différent de lambda j, on va voir que mu ip égale mu jp, d'après ce qui précède, c'est équivalent à cette relation-là, qui veut dire aussi P plus J facteur de P plus I est égal, donc ici, I moins J sur lambda I moins lambda J. Équivalent à P, l'entier P. L'entier P est une solution de l'équation EIJ, l'équation du deuxième degré, qui est t au carré, donc ici solution de i, t au carré, plus i plus j, facteur de t, plus ij, moins i moins j, sur lambda i, moins lambda j, égale à 0. Alors cette équation-là est une équation du deuxième degré, elle admet au plus de racines. Donc elle admet au plus de racines dans le corset. C'est pour cela que lorsque le couple IJ varie, donc vous voyez que I est différent de J, donc il y a autant de couples IJ. Bon, ici l'ordre n'est pas important. L'ordre, ça veut dire quand on dit I différent de J, J différent de I, l'équation EIJ et l'équation EJI, il n'y a pas de différence. Donc il faut compter le nombre de paires. Donc on va compter le nombre de paires IJ choisi parmi un ensemble à n éléments. Donc ça va nous donner Cn2, qui est égal à n facteur de n-1 sur 2. Donc c'est n facteur de n-1 sur 2 équation au plus, et on va multiplier par 2 pour obtenir le nombre maximal de solutions. Donc ça nous donne n facteur de n-1. Donc quand on fait toutes les équations EIJ, lorsqu'IJ décrit donc un n au carré avec i différent de g, on va avoir le nombre maximal d'entiers P qui vont vérifier cette relation, c'est n facteur de n-1. Moralité, il n'est pas très important de connaître leur nombre, mais ce qui est important, c'est de connaître qu'ils sont en nombre fini. Donc il existe seulement un nombre fini donc le nombre, l'ensemble des P qui appartiennent à n, tel qu'il existe IJ appartenant à un n, avec i différent de j et mu i, p est égal à mu jp, cet ensemble-là est fini. Ben, puisqu'il est fini, il admet un plus grand élément, s'il est non vide, parce que s'il est vide, c'est ce qu'on veut, s'il est non vide, il admet un plus grand élément. Moralité, il va exister un P0 appartenant à n, tel que quel que soit P supérieur ou égal à P0, les mu ij et mu i P sont 2 à 2 distincts. 2 à 2 distincts. Donc je rappelle que la matrice TP, c'est une matrice triangulaire dont les termes sont les mu IP. Et donc, puisque les mu IP sont 2 à 2 distincts, TP est diagonalisable. Donc on va l'écrire, il est diagonalisable. Et puis, on va considérer la matrice P qui multiplie TP, qui multiplie P-1. Donc P qui multiplie TP, qui multiplie P-1, elle va tendre vers P qui multiplie T, qui multiplie P-1 lorsque P tend vers plus l'infini. Or, pour P supérieur ou égal à P0, la matrice TP est diagonalisable. Donc la matrice que je note DP, qui lui est semblable, c'est P fois TP fois P-1, est aussi diagonalisable. Et donc il va converger vers PT P-1 qui est égal
AM. Donc on a construit une suite de matrices diagonalisables, donc TP, avec P supérieur ou égal à P0, qui est une suite de matrices diagonalisables telles que TP converge vers M. Ce qui démontre la densité de l'ensemble des matrices diagonalisables dans Mn de C. Un petit point qu'il faut signaler, parce que comment on a déduit que PT P-1 converge vers PT P-1 lorsque P tend vers plus l'infini, comment on a déduit cette chose-là du fait que TP tend vers T, lorsque P tend vers plus l'infini. Eh bien, comme vous le savez, l'application qui a X associe P fois X fois P-1 définie de Mn de C vers lui-même. Cette application est une application linéaire. Je peux l'appeler phi. Phi est linéaire. Et on est en dimension finie, donc phi est continu. Donc c'est cette continuité qui garantit la convergence PTP-1 tend vers PT fois P-1. Ceci finit donc cette vidéo. Je vous remercie et à la prochaine vidéo, Inch'Allah. Merci pour votre attention.